Chers amis, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau module d'enseignement de CCAFU Online. Autour de moi, pour ce module consacré aux nouvelles hormonothérapies et aux nouvelles indications de ces nouvelles hormonothérapies, Philippe Busbock, qu'on ne présente plus, cancérologue, membre du CCAFU, et Pierre Mongia-Artus, que j'ai le plaisir de réunir pour discuter de nouveaux horizons. On connaît le cancer de prostate, une évolution explosive en une dizaine d'années. On est passé d'une situation où la maladie était localisée avec des traitements localisés, et puis la maladie métastatique avec des traitements qui étaient essentiellement la suppression androgénique. Et situation qui a été bouleversée avec l'arrivée des nouvelles molécules, d'abord la chimiothérapie, les taxanes, puis les nouvelles hormonothérapies. Actuellement, l'ordre des choses est bouleversé. Il y a des innovations qui sont particulières en termes thérapeutiques, notamment pour les patients qui sont porteurs d'un cancer de prostate métastatique d'emblée, hormonosensible, puisqu'on a vu l'arrivée de deux molécules qui permettaient d'avoir un gain en survie, qui sont le docétaxel et la biratérone. Pour le docétaxel, finalement, les données sont assez connues. On a les études Charted, GETUC15 et Stampede, dont la méta-analyse montre l'avantage pour les patients qui sont traités avec la combinaison de docétaxel et de suppression androgénique. Et puis, très récemment, nous avons eu deux publications conjointes, Latitude et Stampede, qui ont permis de montrer que pour les patients, encore une fois, métastatiques, hormonosensibles, l'ajout de la biratérone à la suppression androgénique permettait d'avoir un bénéfice en survie globale, en survie sans rechute et en bénéfice sans événement osseux. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une situation assez luxueuse, finalement, puisque nous avons deux molécules qui permettent d'améliorer la survie globale, la biratérone et le docétaxel. Et la question actuelle qui se pose, c'est quelle molécule choisir ? Quel argument en faveur de la chimiothérapie ? Philippe Busbock. Donc, en faveur de la chimiothérapie, on a évidemment des bénéfices qui ont été démontrés. Encore faut-il se poser la question de savoir si la chimiothérapie est bien adaptée au patient et de savoir si le patient est éligible à cette chimiothérapie par docétaxel. Le deuxième point majeur, c'est qu'aujourd'hui, il a été démontré clairement que l'avantage se fait sur des patients qui sont porteurs d'une charge tumorale importante. Et la question de savoir si l'extension métastatique le permet est aussi très importante. Ce n'est pas parce qu'on a une réponse simple que c'est forcément la bonne réponse thérapeutique. Néanmoins, quand on regarde les données de l'essai de phase 3 Charted, le bénéfice en termes de survie globale est majeur, puisqu'on avait un bénéfice de l'ordre de 13 mois, avec un hazard ratio à 0,61. Quand on regarde les comparaisons entre les patients de Latitude et de Stampede, c'est vrai qu'il s'agit dans les deux cas de patients graves. Vous voyez que dans Latitude, il fallait 2 facteurs parmi les 3 suivants, c'est-à-dire un score de Gleason supérieur ou égal à 8, au moins 3 lésions osseuses et une maladie viscérale mesurable. Quand on voit dans Stampede, 45% avaient des métastases osseuses, 3% avaient des métastases viscérales. Latitude montre, en comparaison de Charted, c'est vrai, des bénéfices qui sont relativement voisins en termes de médiane de survie, en termes également de survie sans progression radiographique. La tolérance, par contre, évidemment, est moins bonne avec la chimiothérapie, puisque avec cette chimiothérapie, les problèmes essentiels sont liés au risque de neutropénie fébrile. Mais par contre, on a quand même un certain nombre d'effets secondaires avec l'astadébiraterone, notamment un certain nombre d'effets secondaires cardiovasculaires comme l'hypertension qui est assez fréquente puisqu'on a 20% d'hypertension de grade 3 dans l'étude Latitude qui, je le rappelle, utilisait la prednisone à des doses inférieures à 5 mg par jour par rapport aux essais en phase avancée. La qualité de vie dans Charted montre qu'après, évidemment, la baisse initiale liée au moment de la chimiothérapie, cette qualité de vie repart à la hausse par la suite, et donc on peut accepter que la qualité de vie globale sous chimiothérapie est quand même améliorée. Est-ce que demain, on va pouvoir mieux trier les patients qui sont susceptibles de répondre de façon plus favorable à la chimiothérapie? On a un certain nombre d'éléments qui viennent d'émerger des données de GETUC12 et de GETUC15, qui est celui de voir que les tumeurs qui expriment ERG semblent bénéficier davantage de la chimiothérapie que celles qui ne expriment pas. C'est pour l'instant des données qui sont
encore non confirmés, mais sur les 2 études françaises, malgré tout, il y a une tendance qui semble être un facteur peut-être demain prédictif intéressant à prendre en compte. Pierre, on a vu un peu les arguments défendus par Philippe pour la chimiothérapie. C'est vrai qu'on a des données qui sont assez solides, des profils de tolérance que tu as rappelés, des données de qualité de vie qui vont dans le sens de la chimiothérapie. Il y a peut-être des questions de prix aussi. Après, c'est vrai qu'avec les études Latitude et Stampede, on a des données qui sont également très éclairantes sur l'avantage qu'on peut avoir à ajouter de l'acétate d'abiraterone à la suppression androgénique. Donc quel argument tu as finalement retenu dans le sens de l'abiraterone? Alors j'en ai retenu plusieurs. Le premier, c'est bien sûr celui que tu as rappelé en préambule, qui est un avantage tout à fait décisif, puisque cette étude Latitude fait partie des quelques études qui sont à même de modifier profondément les pratiques en utilisant une hormonothérapie combinée dès la phase métastatique, avec donc 38% de réduction de risque de décès et 53% de réduction du risque de progression. L'intérêt, c'est qu'on a ces 2 études qui sont arrivées de façon combinée, Latitude mais aussi Stampede, qui montrent des résultats tout à fait comparables et aussi puissants. Donc la méta-analyse qui a été publiée assez récemment montre bien qu'il y a une augmentation à 3 ans de la survie globale et de la survie sans progression par l'addition d'azétate-abiraterone à l'hormonothérapie standard par rapport au placebo et l'hormonothérapie standard. Donc sur ces données qui sont des données très puissantes, qui sont à même de modifier l'AMM du produit, j'aimerais rajouter cette notion de qualité de vie. Nous sommes quand même dans un contexte, même si le mot est jamais très simple à prononcer, un contexte palliatif, et donc la façon dont est vécu le traitement par le patient est critique. Et là encore, l'étude Latitude montre qu'il y a un franc bénéfice en termes de qualité de vie, quelle que soit la façon de l'évaluer, à l'association d'abiraterone et d'hormonothérapie pour ces patients métastatiques d'emblée. Alors, pour aller plus loin dans l'analyse, il faut toujours essayer de trouver des arguments qui sont peut-être cette fois un petit peu plus spécieux. Il y a un argument qui nous est donné par cette courte phase de chevauchement dans l'étude Stampede, dans les bras abiraterone et docétaxel. Les informations que nous apporte cette analyse prudente, là encore, sont que finalement, le bénéfice de l'azétate-abiraterone par rapport au docétaxel, il n'est pas sur les critères majeurs. En revanche, là encore avec de la prudence, si on compare en termes de qualité de vie l'association docétaxel plus castration et abiraterone plus castration, il semble quand même qu'il y ait un bénéfice à l'abiraterone plus castration sur différentes échelles de qualité de vie qui traduisent le vécu par le patient de traitement qu'on lui a proposé. Donc en conclusion, si on peut aller jusque-là, et avec prudence, les critères sur lesquels on va pouvoir choisir entre chimiothérapie et azétate-abiraterone pour les patients d'emblée métastatique, c'est la réponse à 4 questions. Premièrement, quelle est la charge tumorale du patient, comme l'a très bien dit Philippe, en ne dévoyant pas les outils qui sont pour l'instant à notre disposition. On reste sur la tomoscintigraphie au technetium, sur le scanner thoraco-abdominopelvien. La deuxième question, c'est quel est l'état fonctionnel du patient. Là encore, avec des outils extrêmement simples à utiliser, c'est du bon sens clinique. Et puis surtout, quels sont les objectifs du patient et quelles sont ses préférences.